C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras. Bonjour, quoi de plus vital que nous nourrir ? Face au changement climatique qui modifie les cycles des pluies, créant ici des sécheresses, là des inondations, voire les deux au même endroit, les agricultures familiales sur lesquelles repose 90% de la production alimentaire mondiale doivent s'adapter, surtout dans les pays du Sud où les paysans sont très vulnérables. Alors s'adapter, oui, mais pas n'importe comment, car l'agriculture fait aussi partie du problème. Cultiver et élever du bétail produit des gaz à effet de serre qui accroissent le changement climatique. À l'heure où la solidarité internationale est remise en question et où la science est de plus en plus considérée comme une opinion, il est urgent d'élaborer des solutions durables et scientifiquement solides. Voilà pourquoi 150 scientifiques du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, ont travaillé pendant 2 ans pour développer des stratégies pour transformer durablement les systèmes agricoles et alimentaires face au changement climatique. Ils viennent de publier un livre dense et passionnant qui est en libre accès sur Internet. 4 de ces scientifiques sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Astou Camara. Bonjour. Vous êtes chercheuse en agroécologie, vous dirigez le bureau d'analyse macroéconomique de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Alors vous êtes vous aussi en duplex de Montpellier, avec Marie, dans le sud de la France. Quelles sont les conséquences du changement climatique sur les systèmes agricoles en Afrique de l'Ouest que vous pourriez ajouter à ce que vient de dire Vincent ? Alors, je rajouterai qu'en Afrique de l'Ouest, une agriculture grandement familiale est très affectée par ces manifestations du changement climatique. Les constats parlent d'une réduction des rendements de 9%, notamment sur les productions céréalières, de pertes sur les produits légumes et fruits sur les marchés. Une enquête récente menée au Sénégal et en Côte d'Ivoire ont donné la parole à des commerçants, vendeurs de fruits et légumes qui font état des pertes qu'ils subissent dues à des hausses de température. Récemment, sur le Sénégal, on a eu des cas extrêmes d'inondations dévastatrices qui ont inondé 16 000 hectares de terre, englouti du riz, des oignons, du maïs, du mil. Et ce type de manifestation ne se limite pas à cela. Je parlais tout à l'heure des vagues de chaleur extrêmes. En 2024, les constats ont été faits notamment sur les cultures de cacaoyer en Côte d'Ivoire, où des températures exceptionnellement élevées, supérieures à 40 degrés, ont affecté les plantations de cacao, pour lesquelles les températures ne devraient pas aller au-delà de 24 degrés. C'est également des conséquences liées à soit une sécheresse ou bien du stress hydrique. On a des régions de culture pluviale, mil, sorgho, maïs, sur toute la région, que ce soit au Sénégal, au Ghana, au Togo, au Bénin, etc., où les déficits d'eau et des périodes de séchage accrues avec des hausses de température des sols qui réduisent les rendements, surtout du maïs, dans des zones très sensibles. On peut également parler de conséquences sur la sécurité alimentaire. Bon, là, on ne peut pas juste incriminer le changement climatique, mais les chocs climatiques y jouent pour beaucoup. On parle de 40 millions de personnes en Afrique de l'Ouest qui risquent d'être en sécurité alimentaire. Et voilà, donc on voit également à côté tout ce qu'on peut avoir comme conflit d'usage sur les ressources. Je pense que Maguette en parlera tout à l'heure, notamment sur les systèmes d'élevage. Pareil également sur les pêcheries. Donc les pays côtiers en Afrique de l'Ouest également connaissent des conséquences néfastes sur les pêches. Dans les pays africains, il y a assez peu de pays qui ont vraiment des stratégies qui tiennent compte de la nécessité de modifier l'agriculture par rapport au changement climatique et notamment à soutenir l'agriculture familiale face à l'agriculture d'exportation qui, elle, est souvent davantage soutenue par les États. Et le Sénégal, justement, est exemplaire parce que, contrairement à ce que je viens de dire, c'est un pays qui a mis en place des politiques publiques innovantes pour orienter son agriculture vers des systèmes plus résilients face au changement climatique.
Oui, exemplaire, oui, on peut toujours mieux faire. Oui, disons, qui est bien lancé. Effectivement, il y a au Sénégal plusieurs initiatives à plusieurs échelles portées par une diversité d'acteurs. Exemplaire parce que l'État accompagne et a pris conscience de la nécessité d'accompagner un mouvement social autour de la DITAS qui se bat depuis plusieurs années. On a vu plusieurs jalons posés. Donc déjà, à côté de tout ce qui est engagement des États vis-à-vis de ce qui se dégage des COP, on a au Sénégal l'élaboration d'un plan national d'adaptation, un ensemble de programmes, de projets de gestion durable des terres dans différents ministères portés également par différentes ONG. À côté de ça, c'est tout ce qui est lié à la promotion de l'agroécologie. Et ça se manifeste par plusieurs... le Sénégal est en train de s'engager dans l'élaboration d'une stratégie nationale pour la transition agroécologique. C'est pas le premier pays en Afrique à le faire. Le Burkina est en avance, le Kenya est en avance, le Bénin également a déjà sa stratégie. Au Sénégal, on commence et on veut y aller de plus vite et de façon plus concrète. Donc, les discussions avec les autorités, donc le ministère de l'Agriculture, sont assez claires et les ambitions sont très affichées pour aller vers une stratégie qui ne soit pas une stratégie de papier. Et il y a un levier justement qui est très clair, ce sont les subventions à l'agriculture. Ça, c'est vraiment très efficace et là-dessus, le Sénégal a pris des dispositions. Là également, il y a des jalons qui ont été posés par l'État, ça fait bientôt 4 ans. Depuis 2021, dans la ligne budgétaire qui subventionne les intrants agricoles, on a un quota de 10% qui est destiné aux engrais bio. Ça, c'était 2021. En 2024, les nouvelles autorités ont l'ambition de faire passer ça à 20%. Donc, on attend de voir la fin de cette campagne 2025 pour voir si on est arrivé à 20%. En tout cas, le constat est que non seulement on a ce quota-là de subventions assez important, mais le niveau de subvention est très élevé. Donc, les engrais sont subventionnés à hauteur pratiquement de plus de 85%, presque gratuits pour les agriculteurs. Ce qu'on peut également dire sur ce point est que depuis 1 an, il y a une nette amélioration des modalités de mise à disposition de cet engrais. Les discussions sont très avancées, plus fluides entre le ministère et la DITAS sur comment est-ce que le dispositif de mise d'accessibilité de ces engrais-là doit fonctionner. Donc, c'est des réunions régulières, un comité de pilotage dans lequel on voit la DITAS. Oui, donc, il faudrait que le pourcentage, évidemment, augmente parce que 10% c'est bien, 20% c'est bien, mais plus de 50%, ça serait évidemment mieux. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci aux équipes techniques de ICI Hérault pour le duplex de Montpellier et de RFI pour le duplex de Dakar.